Imaginez que vous êtes au cinéma. Le 31 octobre dernier, le Cinespace de Beauvais recevait un invité de marque en la personne de Bertrand Tavernier qui, à l'invitation de la direction du cinéma, venait présenter son documentaire « Voyage à travers le cinéma français ». On s'aperçoit que les films des années 70 sont d'une richesse extraordinaire, alors que pendant les années 70, on pensait qu'on était en décadence. Donc il faut faire très attention à des jugements quand on a le nez collé dessus. Les vrais jugements ne peuvent se faire qu'avec 10, 15 ans, 20 ans de recul. Il en a profité pour redécouvrir l'exposition permanente d'affiches qu'il avait lui-même inaugurée en juin 2009, mais qui depuis s'est étoffée de magnifiques pièces de collection, de matériel de cinéma ancien, ainsi que de documents très rares ayant pour partie appartenu à la famille Lumière. Voyage à travers le cinéma français, un film documentaire grâce auquel on se balade, guidé par les choix de Bertrand Tavernier. Gabin a été indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui à l'époque ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français. 6 années de préparation, 80 semaines de tournage, ce n'est pas un film d'historien, c'est plutôt un film d'admirateur, un film de remerciement, de gratitude. Je ne suis pas historien de cinéma, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas guide de musée, et simplement, je sais que je suis cinéaste. Il y a des films qui m'ont, dans ma vie, dès mon adolescence, dès mon enfance, qui m'ont marqué de manière souvent inoubliable. Quand je les ai revus, ils étaient toujours aussi forts, et j'ai voulu un peu témoigner de ma gratitude envers ces films, envers tout ce qu'ils m'ont apporté, la manière dont ils m'ont enrichi, dont ils m'ont ouvert les yeux vers sur beaucoup de sujets très différents. Voilà, et c'est donc une balade subjective, j'espère qui est drôle ou touchante, personnelle, et qui entend célébrer le génie de quelques créateurs français, réalisateurs, scénaristes, acteurs, compositeurs de musique aussi, oui, des compositeurs qu'on devrait écouter souvent. Et d'ailleurs, ce film est accompagné d'un double CD, dont un des CD comprend 28 titres de musique. Oui, où on retrouve Cora Vauquer, par exemple. Oui, bien sûr. Pour le film avec Jean Gabin. On retrouve des chansons comme de Bien Entendu, le générique de French Cancan, des musiques très difficiles à trouver, impossibles à trouver. Le générique du Cellaire de la Peur, la musique de Regain, de Arthur Honegger. Ascenseur pour l'échafaud également. Oui. C'est moins difficile à trouver. Celui-là est moins difficile, mais par exemple la musique de Classe Touriste, elle n'a jamais été éditée en disque. Non. Jamais, voilà. Le slogan de notre site de cinéma est « La maladie n'empêche pas la culture ». Oui. Est-ce que vous pensez que cela irait bien aussi avec le début de votre découverte du cinéma à travers le film de Dernier Atout? Oui, le film de Jacques Becker que je vois dans un sanatorium. Voilà, exactement. C'est à ça que je m'avais envoyé soigner ce qu'on appelait à l'époque la primo-infection, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'en fait c'était le terme rassurant que l'on employait pour les familles pour ne pas leur dire que c'était la tuberculose. Donc, en fait, j'avais de la tuberculose. Et là, vous aviez quel âge? Et là, je devais avoir 5 ans, 6 ans. Et donc, c'est votre premier coup, on va dire, oui, le premier cinéma. coup de cœur de cinéma a été pour un film dont j'ignorais le metteur en scène. J'ai mis du temps à trouver ce qu'était le film et le metteur en scène. Il se trouve que Jacques Becker est un des plus grands cinéastes français. Et c'est quelqu'un que j'allais par la suite admirer à la folie. D'ailleurs, il y a dans ce film une poursuite de nuit
filmé de nuit, qui est vraiment d'une créativité énorme, parce qu'on n'a pas de trucage à l'époque. Hein. Oui, quand j'ai revu le film, là, j'ai découvert que j'avais bien raison d'admirer cette poursuite, parce que elle était d'abord très très bien filmée, mais surtout, Becker faisait, avant la nouvelle vague, faisait vraiment des innovations, dans le sens qu'il tournait véritablement de nuit, et la scène n'est éclairée que par les phares des motos et des voitures. Tout à fait. C'est absolument... Les plans sont magnifiques, magnifiques. Alors, à travers votre documentaire, tout comme dans votre film Laissez passer, vous rendez hommage et mettez à l'honneur Jean Orange, porté à l'écran par Denis Podalides dans Laissez passer. Oui. C'est beau, une fidélité comme vous avez avec Jean Orange et Pierre Bost. Oui. Ce sont deux grands scénaristes, n'en déplaise à Truffaut. Oui, n'en déplaise à Truffaut, mais je rends aussi hommage à des gens qui ont souvent aussi été éreintés, et qui n'ont pas fait que des bons films, mais qui ont fait beaucoup de films formidables, comme Henri Janson, dont il suffit d'entendre le dialogue d'Hôtel du Nord, écrit avec Orange, mais dialogue d'Hôtel du Nord qui est percutant, moins la fameuse réplique atmosphère que le monologue de Arletty parlant de son métier de prostituée, ou que cette scène qui fait référence à la guerre d'Espagne, et où à un moment, quand quelqu'un dit que cet enfant qu'on a accueilli, qui vient de Barcelone, et dit c'est un étranger, il y a une femme qui répond c'est pas un étranger, c'est un orphelin. Réplique extraordinairement moderne. Tout à fait moderne, et qui est, là on est encore au cœur d'un débat qui est en train de secouer la France. Effectivement. On découvre que Melville était un caractère à travers le film. Oui. À entendre la tirade de Jean-Paul Belmondo à son égard dans le film, on n'en doute absolument pas. Ou à travers sa mise en quarantaine de Volker Schondorf, son premier assistant. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Melville ? Melville, c'était quelqu'un qui pouvait avoir un charme extraordinaire. Moi, il m'a baladé des nuits et des nuits en me parlant du cinéma, de la résistance, du milieu parisien, et il vous tenait sous le charme. Mais quand il tournait, il pouvait être absolument tyrannique. Et si vous vous trompiez, il vous le faisait savoir devant tout le monde. Et s'il y avait quelque chose qui lui déplaisait, également, il ne le gardait pas pour lui. Il vous prenait pas à part pour vous dire là. Il faisait ses commentaires devant tout le monde, et très fréquemment, des gens qui avaient tenu 2 films et qui avaient été même adulés, parce que, à contrario, quand les gens faisaient bien leur travail, il les louait énormément. Des gens qui faisaient très bien leur travail sur 2 films pouvaient tout à fait se brouiller sur le 3e. C'est arrivé avec Volcker, c'est arrivé avec Belmondo, c'est arrivé avec Lino Ventura. C'est arrivé, Lino Ventura, le 2e souffle, ça s'était super bien passé. Et d'ailleurs, quand Lino Ventura arrivait au restaurant, il avait une phrase assez particulière à l'égard de Melville. Il soulevait la nappe, il disait « Je m'assure que la hyène ne soit pas sous la table ». Tout à fait. Est-ce vrai que Jean-Pierre Melville puis Claude Sautet, respectivement, sont allés demander à vos parents de vous laisser faire du cinéma ? Oui, ce sont mes 2 parrains dans le cinéma, et c'est quand même... c'est une démarche qui me touche. Oui, c'est mon parrain, et là aussi, j'aurais pu tomber plus mal. Ah, ça c'est clair. Vous nous faites découvrir le réalisateur Edmond Tégréville, comme avec son film Menace, sur la montée du nazisme, sorti en 1939, ou Nous en 1947 pour sa période anglaise. Parlez-nous un peu de ce réalisateur. Edmond Tégréville a été un réalisateur qui a souvent été marginal, qui n'appartenait à aucune école, aucun clan, qui avait une double nationalité. Il était à la fois anglais et français. Il était fils d'un pasteur et d'une institutrice, et sa carrière a oscillé entre la France et la Grande-Bretagne. D'ailleurs, en Angleterre, il a tourné 3 de ses meilleurs films, qui sont Nous, Brief Ecstasy et Secret Lives, qui sont de très 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 bons films. Et en France, il tournait souvent des sujets
quand c'était des films personnels, parce qu'il disait que parfois il était obligé de tourner ce qu'il appelait des films beefsteak pour pouvoir pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie. Ouais. Mais dans les films beefsteak, il disait j'essaye de préserver 10 minutes, un quart d'heure où je vais mettre des touches à moi, mais quand il faisait des œuvres personnelles, très fréquemment c'était sur le désir refoulé, c'était sur le voyeurisme, c'était des films quand même qui étaient assez souvent âpres, souvent sur des gens qui étaient coupés du monde, sur une île déserte, dans un hôtel, dans un hôtel face au Panthéon où ils sont enfermés alors que la guerre menace. Voilà, il aimait beaucoup ces lieux clos et une espèce de dramatisation du désir. Et l'un de ses premiers films, qui est très brillant et qui contient des moments extraordinaires, Remous, parle de l'impuissance sexuelle, qui n'est pas un sujet fréquemment abordé. Non, c'est clair. Voilà. Alors justement, une question me vient à propos de l'œuvre d'Edmond Téréville, comme avec son... c'est le fait de ces films, comment les diffuser, les retrouver, les protéger, les apporter au public? C'est très très difficile parce que quand un film appartient, a été produit par une grosse société, on arrive à trouver les ayants droit et on arrive, ce que font Pathé et Gaumont, à restaurer un grand nombre de films. Mais en France, il y a une multitude de petits films indépendants, souvent dont les sociétés de production ont fait faillite, ou ont disparu, ou ne travaillent plus. Alors, il faut soit arriver à les racheter, en mettant une provision quelque part, si on trouver un ayant droit producteur, soit si les droits sont échus, alors là on peut les racheter. Et par exemple, on va pouvoir Remous en respectant tous les auteurs, qui seront eux, dont tous les droits sont respectés, Remous va pouvoir être diffusé, sortir en DVD chez Dorian Film, parce que là on a trouvé que tous les droits producteurs étaient échus. Il y avait plus de... à ce moment-là, c'est bien que ce soit repris par un éditeur spécialisé dans des films de patrimoine. D'accord. Jean Gabin, une gueule d'ange, un prolétaire plus que crédible avant-guerre, cheveux blancs après-guerre, un acteur incarnant à merveille tous ses rôles comme dans Gasoil, Remorque, La bête humaine, Le jour se lève, La traversée de Paris. Touchez pas au Grisby avec Lino Ventura. Vous les avez rencontrés? Oui, oui. Que sont vos souvenirs de ces deux monstres sacrés? Gabin, j'ai gardé un souvenir. J'ai passé, je crois, 3 après-midi avec lui, qui sont parmi les grands moments de ma vie, où j'avais été au départ assez timide, et après, comme c'est un conteur prodigieux, il m'a charmé, il m'a passionné. Il voyait bien ce qui m'intéressait, donc il me citait plein de détails qui étaient formidables. Lino, j'ai travaillé avec lui comme attaché de presse. La rencontre était différente. On se voyait de temps en temps. C'était quelqu'un qui était plus taiseux que Gabin. Plus taiseux. Il intériorisait beaucoup plus. Il était plus intériorisé. Mais ça a été aussi une rencontre magnifique. Vous mettez Jean Renoir très haut pour son œuvre, mais vous n'esquivez pas son comportement. En citant la phrase de Jean Gabin dans le film, à son encontre, Renoir, comme metteur en scène, un génie, comme homme, une pute. Oui, parce que Renoir a eu, au moment de Vichy, une conduite qui n'est pas très honorable, qui contredit complètement ce qu'il disait dans ses films. Donc c'est un des metteurs en scène qui ne sait pas, qui à ce moment-là, pendant 6 mois, avant qu'il aille aux États-Unis, ne s'est pas très bien comporté et a écrit des lettres qui restent comme des taches sur sa mémoire. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a retourné une nouvelle fois sa veste, et là il a été une sorte de soutien à la cause des Alliés, même en tournant d'ailleurs un fort mauvais film qui s'appelle Vive libre,
avec Charlton. Sa période, de toute façon, hollywoodienne n'a pas été terrible. Il y a quand même L'Homme du Sud et la deuxième moitié du Journal d'une femme de chambre qui contient des scènes formidables. Mais c'est sûr que La femme sur la plage est un ratage absolu, et que Les Temps tragiques est un film qui n'est pas mal, mais qui est assez anonyme, qui est un film qui pourrait être fait par beaucoup de metteurs en scène de la Fox. C'est pas du Renoir. Là, on trouve moins la trace de Renoir que évidemment dans Tony, dans La Grande Illusion ou la Règle du jeu. D'accord. Vous avez montré Macao, l'enfer du jeu de Jean Delannoy à votre ami Martin Scorsese. Oui. Pourtant, vous avez souvent dit que vous vous étiez jamais autant ennuyé que devant des films de Delannoy. Pas des films. Il y a des films qui m'ont barbé. Films. Il y a des films de Delannoy, des grands classiques comme La Symphonie pastorale, L'Éternel Retour ou La Princesse de Clèves sont des films horriblement barbants. Mais à côté de ça, il y a des films de Delannoy qui valent vraiment le coup. Maigret tend un piège, c'est très bon. Alors ce sont des films qui en apparence sont plus modestes, n'ont pas les prétentions artistiques. Mais à ce moment-là, Delannoy est un metteur en scène ultra compétent, qui sait diriger les comédiens. Le Garçon sauvage est un très très bon film et très original sur des rapports entre une prostituée, son Mac et son très jeune fils, qui est vraiment amoureux de sa mère et qui veut la protéger. C'est un sujet très original et Delannoy le respecte avec beaucoup de talent. Ça sert à rien de jeter l'opprobre sur toute une œuvre d'un metteur en scène. On peut trouver des pépites dans ses œuvres. Et donc l'espèce de mépris absolu dont on témoigne n'est pas toujours bienvenu. Et Macao contient des plans formidables et c'est un film extrêmement divertissant. Claude Sautet est toujours très calme. Par exemple, hier, je vais dire bonjour madame. C'était écrit dans le texte. Néron avait... Tu m'as dit, dis-moi bonjour. Avant que je comprenne. Piccoli s'amuse dans votre film, on le voit, s'amuse à imiter les légendaires colères de Claude Sautet. Oui. Avez-vous eu à subir ces colères ? Moi non, pas du tout, jamais. J'ai été témoin parfois contre un journaliste, contre un exploitant de salle qui partait avant la fin d'une projection. Il l'attrapait, il lui disait moi si je suis invité chez vous et je pars au fromage, vous trouvez ça poli? Vous voyez pas comme ça. Bon, il pouvait avoir des moments comme ça. Moi vis-à-vis de nous, non. Simplement, c'est quelqu'un qui aimait bien avoir le dernier mot dans la conversation. Donc on lui donnait des arguments, il disait oui mais d'accord Coco, d'accord, mais ça, il fallait lui laisser terminer, sinon on n'en sortait pas. Mais j'ai été témoin de colère contre des gens, mais pas contre vous. Pas jamais contre moi. Pourquoi y a-t-il beaucoup de scènes de repas dans le cinéma français, tout comme dans votre premier film, d'ailleurs, L'Horloger de Saint-Paul, qui débute par une scène de repas entre copains. Parlez-nous de l'importance de la table. Est-ce qu'on se parle plus? Est-ce qu'on se dit plus de choses? Je pense que c'est une tradition française où les gens se parlaient à table. C'était aussi un moment de repos quand il y avait un travail très dur. Qu'est-ce que c'est que le mâchon lyonnais? Cette espèce de petit déjeuner de cochonaille qu'on prenait très tôt le matin. Mais c'est parce que les gens avaient commencé à travailler encore plus tôt. Et que tout d'un coup, il y avait besoin d'avoir une nourriture très réconfortante et qui était aussi un moyen où il y avait des liens d'amitié, d'entraide qui pouvaient se resserrer. Et vouloir régenter un certain nombre de pratiques en disant on va gagner du temps, finalement, quelquefois, ce sont des décisions abstraites qui ne tiennent pas compte de ce qui peut vraiment souder une équipe. Et je l'ai vu dans mes films. Le moment du repas est un moment important. C'est un moment où tout d'un coup, dans un travail qui est souvent éprouvant, qui est difficile, c'est un moment de calme, c'est un moment aussi peut-être où on peut se dire certaines choses en rigolant. Les choses passent plus à ce moment-là. Oui, et je pense que c'est un des fondements de la civilisation française. Alors,
Je peux me tromper, mais la maison qu'habite Madeleine dans l'horloger de Saint-Paul, est-elle la maison de votre enfance? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc Et après, elle a été détruite, hein, cette Elle maison. a été détruite ensuite. Et si j'avais su qu'elle a été détruite, j'aurais fait plus de plans larges. Mais bon. Parce que vous faites des plans du jardin, Oui. réellement. Donc là, Oui. c'est vraiment un plan sur votre enfance. Oui, absolument. La voix off, là, à ce moment-là, c'est un peu vous, Absolument, quand même. absolument. C'est un retour sur mon enfance. Oui, oui. En revoyant le film, on voit bien évidemment Philippe Noiret, qui est un peu votre double au cinéma. Mhm. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de composer sans lui? J'ai toujours un grand regret de ne pas l'avoir, mais même en dehors du travail, parce que son humour me manque, parce que sa générosité me manque, sa chaleur humaine me manque. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a tellement d'acteurs géniaux à l'heure actuelle en France, tellement de comédiens formidables, de comédiennes formidables, et on les voit dans les films d'Emmanuel Berco, d'Azanavicius, d'Arnaud Desplechin, de Benoît Jacquot. Il y a beaucoup d'acteurs formidables et d'actrices formidables surtout. Un autre acteur marquant dans votre filmographie, c'est Jacques Gamblin. Oui. Très sportif d'ailleurs dans le rôle de Jean Devèvre. Oui, oui. On peut dire qu'il mange du kilomètre. Absolument, absolument, absolument. C'était la réalité. Ce qui était la réalité, donc pour laisser passer, tout comme dans le film de votre fils, de toutes nos forces. Oui, oui, oui. Quel est votre regard en tant que père sur le cinéma de Nils? Ah ben moi, il m'a épaté avec ce film. Il m'a épaté comme il m'a épaté avec certains documentaires. J'ai trouvé ça très très beau, son film, très très beau. Très bon. Alors, vous avez beaucoup travaillé ensemble sur des Algeco, oui, à oui. une certaine époque, oui. En 1992, oui, oui. puisque c'était L627. C'était L627. C'est quasiment un sujet d'actualité aujourd'hui, malheureusement. C'est tout ce que j'entends dans les slogans des policiers, c'est les choses que dénonçait L627. Ce qui prouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès qui ont été faits, vu le nombre de ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Alors, à cette époque-là, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur essayait de vous contester le film, vous torpiller, il a essayé de nous torpiller. Il a raté. Il est, oui, parce que le film est marquant. Hein, oui, le film reste. Lui, là, je pense que... Lui, il n'est plus là. Lui, il n'est plus là. Oui. Tout à fait. Nous adorons le Festival de Cannes dans oui. notre émission. Et nous avons tellement de souvenirs à Cannes. En 84, vous avez reçu le prix de la mise en scène pour oui. Un dimanche à la campagne, par Dirk Bogarde. Vous avez un souvenir de ce moment? Ah ben, j'ai été tétanisé par l'émotion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais même plus ce que j'ai dit. J'ai un blanc. C'était tellement fort. Je me souviens simplement que quand je me suis rassis, il y avait John Huston qui était derrière moi et qui m'a dit « Great kid, great ». Il a posé sa main, voilà. C'est beau d'avoir John Huston qui pose sa main sur soi aussi. Oui, ça c'était pas mal. Cerise sur le gâteau. C'était pas mal, mais je me souviens même pas de ce que j'ai dit. Là c'était trop émotionnant, comme on pourrait dire, ce qui doit être un mot fabriqué et qui n'est pas très français. Mais ça veut dire, on le comprend en tout cas. Oui, oui. C'est à Cannes que vous aviez découvert certainement Hippocrate. Je pense que c'est un film que vous aviez apprécié sur le domaine médical. Ah, je l'ai beaucoup aimé. Non, je ne l'ai pas vu à Cannes, je l'ai vu au cinéma. D'accord. Je l'ai vu au cinéma à Paris. Donc il avait été présenté à Cannes en première. À travers ce film, on voit les méandres de la maladie. Je sais, et vous vous en cachez pas, que vous aussi, vous avez malheureusement passé... Oui, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai constaté que, par exemple, les équipes de l'hôpital Pompidou étaient formidables, ont été formidables. Et est-ce que c'est un thème de film qui vous brancherait ? Je sais pas. Je trouve que ça a été très très bien fait dans Hippocrate. Et peut-être que quand on l'a vécu, on n'est pas la meilleure personne pour en parler. Effectivement. Tout comme les médecins ne sont pas des bons patients en général. Oui, c'est difficile pour eux. Je suis pas sûr mais je sais que c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup. Et que quand il est...
filmé avec soin, c'est vraiment intéressant. C'est un très beau film, effectivement. Vous présentez ce soir le film à Beauvais, au public du Cinespace. Quelle importance attachez-vous à ces rencontres avec le public ? J'ai envie d'écouter un peu leur retour, de voir si ce film les a touchés, j'ai tellement entendu dire au début par certains décideurs que ce genre de film n'intéressait personne, que quelquefois ça fait du bien d'entendre des réactions quand elles sont chaleureuses. Et pour le moment, j'ai eu beaucoup de réactions chaleureuses et positives. Je vous confirme que ici, vous allez avoir des réactions chaleureuses. En tout cas, nous, on a vu le film, on l'a aimé, on le soutient. Je pense que d'ailleurs, il y aura une suite, entre guillemets, à ce film. Il y a, oui, pour la télévision, une série de 8 épisodes. Ça fera en gros presque 8 heures. D'accord. Écoutez, Bertrand Tavernier, merci beaucoup. Merci d'être ce soir à Beauvais. Merci. Et puis, belle continuation. Merci à vous. Merci. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire, et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire.